Salut à tous, les Timberwolves épisode 2, on est sur du My League avec voilà, une partie, vous savez, où j'ai plusieurs équipes et notamment donc ces Timberwolves, et pour eux il est vraiment l'heure d'agir parce que la saison qui vient d'avoir lieu, je vous ai montré à l'épisode 1, elle était elle m'a laissé un petit peu sur ma faim. J'avais évidemment refusé l'idée d'un trade d'emblée, on entend un petit peu de ci, de là. Non, je voulais pas ce trade-là parce qu'il me semblait un peu déloyal pour les Warriors, même si le jeu l'acceptait. Ensuite, on a eu une saison un petit peu chaotique avec un plutôt bon départ, ensuite un milieu vraiment moyen, milieu de saison très moyen, avant une petite amélioration sur la fin avec notamment quelques jolies victoires qui ont permis d'accrocher à une place en playoff. Donc là on voit quelques highlights, c'est vrai que sur la toute fin ça devenait intéressant, du coup ça avait donné envie de comme ça affronter quelques équipes un petit peu majeures de l'Ouest, notamment les Lakers qu'on avait pris sur la toute fin. Il y a aussi à un moment donné les Clippers qu'on a réussi à prendre. Bon, voilà, j'avais à ce moment-là tenté un tall ball des familles avec Deng en 4. Bref, voilà. Jarrett Culver aura été vraiment un super élément sur cette première année. Même Shabazz Napier aura vraiment aussi pesé à pas mal de moments. Ça, c'est le tout dernier match de régulière sur lequel on va valider le ticket pour les playoffs. Et ok, 43 et 39, voilà. Bah écoutez, c'est très simple, j'aimerais arriver à faire mieux l'année qui suit, mieux que 43 et 39, et donc aller relativement obligatoirement aller en playoff. Voilà, c'est un peu ça mon objectif. Même si on est là encore que 7ème ou 8ème, c'est pas bien grave, mais au moins aller en playoff, s'habituer à y aller. Pour ce qui était des playoffs là juste avant, je vous avais montré ça dans l'épisode précédent. On avait battu les Nuggets en jouant le match, mais par contre après en simulation, on avait complètement explosé, ce qui situe bien le niveau de cette équipe à ce stade-là. Et attention, il y a 2 choix de premier tour de draft 2020, puisque j'avais récupéré un choix dans le trade de Layman, je crois. Voilà, c'est parti. Les habituels retraités, voilà, bon, on n'a pas vraiment d'excentricité de ce côté, on n'est pas surpris. Parfois, je rappelle comme ça des gens, pourquoi pas, les réunions de ligue, dans cette, on va dire, à ce premier été, je n'ai rien changé. Après, j'ai quelques petites idées de choses à tester de ci, de là, on verra bien. La loterie, elle avait réservé une surprise. Elle avait réservé une surprise, puis on avait les Kings, qui étaient Lottery Pick, une équipe que je contrôle en fait dans la partie, et qui était passé de 13ème à 2ème, ce qui était assez merveilleux, on peut dire. Et par contre, pour les Wolves, c'est au-delà de la loterie, donc on est sur 2 choix qui sont, je crois, 16 et 20, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas non plus dégueulasse. Ça permet quand même d'aller chercher parfois de vrais bons joueurs. C'est ce qu'on va voir juste après avoir prolongé Ryan Sanders. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal de lui donner sa chance. Il a pas démérité, le gars, et même IRL aussi, il donne plutôt l'impression de quelqu'un, on va dire, à qui on a envie de faire confiance, surtout quand on n'est pas là à prétendre jouer le titre, réellement. Donc voilà, on renouvelle un petit peu de partout les contrats, choses réglées assez rapidement. On passe donc à cette draft. Alors, à la draft, voilà, 18 et 20 plus un choix de deuxième tour. Et c'est vrai qu'en 18 et 20, souvent, on peut arriver à choper un joueur comme ça qui a été délaissé auparavant et
et qui peut s'avérer par la suite hyper intéressant, ce qu'on va essayer de faire sur ce coup-là. Donc la draft 2020 avait donné ce type de choix-là, avec Cole Anthony, avec Precious Achiuwa du côté du Heat. Prendre un poste 4 au Heat, c'est pas délirant. De même que prendre un arrière du côté des Grizzlies, c'est pas délirant non plus. Prendre un meneur de jeu du côté de Dallas, alors il y a intérêt à ce qu'il soit pas trop porteur de balle et plus spot-up shooter voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a quelqu'un à Dallas qui a besoin d'avoir la balle. Bref, on repasse là-dessus. Shareef O'Neal et ce que j'espère être un steal en 18e choix du premier tour 2020. Je trouve que le jeune homme est intéressant. À 2m06 et 95 kg, c'est un freak très très nettement. Poste 4, a priori. Donc bon, c'est quand même pas par hasard que mon choix se poste sur le poste 4 et aussi sur le poste de meneur, puisque c'est a priori les deux faiblesses de l'équipe. En tout cas, ce sont les deux postes qui sont pas verrouillés par des joueurs qu'on n'envisage pas de transférer ou pas de remplacer. Donc c'est Nico Mannion qui est venu compléter le truc en choix numéro 20. Et pour ce qui est du deuxième tour, il y a moins de pression sur le deuxième tour. Clayton Calloway, je pense pas que ce joueur soit réel, mais si c'était le cas, tant mieux. Je l'ai pris comme ça. C'est un intérieur a priori qui n'est pas très grand, mais qui manifestement est un bon défenseur intérieur. Donc voilà, je l'ai pris sur ce critère-là. Et je l'ai aussi pris sur un critère que vous allez voir juste après. Alors, qu'on voit le récap de cette draft, en tout cas pour ce qui est du premier tour de la draft 2020 dans cette partie. Voilà, donc vous avez aperçu le petit Vernon Carey du côté des Knicks, mais ça vous le saviez déjà si vous avez vu l'épisode. Ouais, quand on regarde les potentiels de chacun, on voit que Shareef O'Neal, franchement intéressant, hein. Franchement intéressant. Nico Mannion, c'est pareil, il y a moyen de faire progresser tout ça. Et ce qui est assez surprenant, malgré son âge, puisqu'il a 24 ans, c'est que ce Calloway a l'air d'avoir un potentiel de progression assez incroyable. Et du coup, ça me donne envie de le signer. Je me dis, on sait jamais. Ça se trouve, le type peut devenir meilleur que Naz Reid. Et à terme, devenir un super backup pour Karl Anthony Towns. Donc, pas d'a priori. Je garde le type et on verra bien ce qui se passe. Ensuite, sur les options, rien à dire. Bates Job, on veut le développer. On veut le développer, ce gars-là. Simplement, il faut arriver à ce qui progresse un petit peu. Il faut arriver à lui trouver un petit peu de temps de jeu. On verra ça plus tard. Après, on est sur DeAndre Bembry et Jordan Bell, dont je n'active pas la qualifying offer pour une bonne raison. Bembry, parce qu'il ne semble pas avoir un potentiel de ouf. Et Bell, c'est parce que je préfère promouvoir dans le même registre, c'est-à-dire l'intérieur qui peut jouer 4-5 mais qui shoot pas trop externe. Je lui préfère Naz Reid en fait. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Après, je vais monter un truc un peu que je fais pas souvent. Je vais monter un sign and trade pour Jeff Teague. Puisque la grosse problématique des Timberwolves à l'été 2020, c'est le manque de flexibilité, puisqu'il y a encore des contrats qui vont courir, notamment celui de Deng, un garçon charmant, un très bon basketteur, mais qui a un contrat peut-être un petit peu inapproprié. Bon, et puis quand vous ajoutez le salaire de Wiggins, de Cat, de Deng et de Covington, vous avez quasiment atteint les 109 millions. Donc à partir de là, on va monter comme ça ce sign and trade pour pouvoir recruter un poste 4 vétéran, Al Farouk Aminu. Puis après, il ne me reste plus grand chose comme marge de manœuvre. Je vais donc consommer une partie de, on va dire mes exceptions. Hein, je vais consommer une partie de mes exceptions pour essayer de prolonger Shabazz Napier, lequel refuse
de signer à mes conditions du moment, c'est normal. Je n'ai plus assez d'argent à lui proposer. Alors ce qui est quand même paradoxal, c'est que je ne pouvais pas aller au-delà de 2 millions et quelques pour Napier. Par contre, je peux donner 5 millions à Rondo. Expliquez-moi la logique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans le jeu, si vous attendez la fin de la free agency, vous allez pouvoir donner l'argent que vous voulez, en tout cas en profitant des exceptions, là, le 8,94 millions de dollars. On pourra donner à ce moment-là ce qu'il veut aux joueurs, mais on a de la chance, parce que là, Napier n'a pas été n'a pas été recruté ailleurs, et donc je peux le prendre en profitant donc d'une partie de mes 8,94 millions, les fameux, mais qui étaient quand même paradoxalement pas utilisables avant, ce qui est quand même un peu débile. Bon, disons-le. C'est pas grave, bug du jeu, mais bug sans conséquence pour nous sur ce coup-là. En plus, la progression de Napier, progression de Culver. Culver qui prend une vraie dimension à 79. Il y a gros joueurs là derrière, forcément. Culver, c'est du bon petit rookie 2019 là qui va se développer. Donc oui, confirmation de ce potentiel ahurissant de ce fameux Callaway. Donc à suivre le bonhomme. Et donc bon, je pars plutôt dans l'esprit de faire sortir mes deux meneurs du banc, parce qu'en fait j'ai une idée derrière la tête pour le poste de meneur. Il y a quelqu'un qui a du handle, il y a quelqu'un qui a de la création pour lui, pour les autres, et quelque part j'ai envie de l'essayer au poste 1, ce sera Jarrett Culver en fait, voilà. Bon, j'espère que je vous ai pas fait hurler ou bondir, mais en fait c'est parce que moi comme ça, l'arrière qui a du handle, qui a, je dirais, voilà, la possibilité de bien porter la balle, et en plus de s'opposer physiquement à de bons meneurs adverses ou à de bons arrières adverses, j'aime bien positionner en poste de meneur. Vous savez, à la Spoelstra qui a fait ça avec Justice Winslow lorsque le 8 était en galère et n'avait pas de Goran Dragic l'an passé. Et voilà, c'était vraiment dans l'esprit Spoelstra que j'ai fait ça. Alors après, on va pas cheater l'affaire, on va aussi donner des camps d'entraînement mais sans potentiel inexploité. Je donne ça à Wiggins et Culver, que j'estime être mes deux, allez, on va dire les deux futures forces vives sur les postes extérieurs. En tout cas, en l'attente de mieux, parce que pour le moment, vous aurez remarqué que c'est assez modeste. Je n'ai pas tout cassé. Je n'ai pas cherché non plus à virer Andrew Wiggins, puisque je crois en lui. Et voilà, on va donc partir là-dessus. Et à partir du 15 décembre ou du 15 janvier, on verra si on ne bouge pas sur un trade. En fait, ça dépendra un petit peu de l'évolution de la saison. Je préfère quand même toujours, moi, par principe, toujours envie à la base de donner la chance aux jeunes joueurs d'avoir du temps de jeu, de progresser et de peut-être s'affirmer. Et si jamais c'est pas le cas, eh ben à ce moment-là, on est obligé de prendre des décisions. Priorité aux jeunes joueurs, mais aussi souvent aux joueurs qui sont présents dans l'effectif. Voilà. En fait, j'aime pas tout casser, parce que je trouve que c'est un petit peu trop facile dans le jeu de tout casser une rotation et de rebâtir finalement l'équipe que vous voulez comme ça, par un coup de baguette magique. Certaines équipes l'ont déjà fait, hein. Y a comme ça des exemples, on a plein d'exemples en tête de gros chamboulements à une intersaison pour une équipe. Oui, ça existe en NBA, mais c'est rarement couronné de succès. C'est rarement les équipes qui ont changé 10 mecs sur 15 dans leur roster qui vont comme ça briller l'année suivante. Ou alors il faut que dans les 10 mecs, il y ait quelques superstars. On est au mentorat après avoir ajusté la rotation. On va essayer de voir si quelques-uns de nos vétérans ne peuvent pas entourer quelques-uns de nos plus jeunes joueurs. Bon, on peut pas dire que le mentorat soit le truc le plus kiffant avec ces Wolves dans ma construction d'équipe, hein. Pour être franc, c'est pas là que tout se
que tout se joue. Hein. Bah oui, c'est comme ça. On n'a pas vraiment la place. Nos vétérans sont pas forcément des vétérans à un signe. Bon, plein de raisons. En même temps, c'est pas dramatique. On a moyen aussi de s'amuser quand même autrement. Vous voyez, par exemple là, j'ajuste pour les arrivants, j'ajuste l'entraînement. Je mets évidemment beaucoup d'intensité lorsqu'ils ne jouent pas. Et lorsqu'ils jouent un petit peu plus, on est un peu plus raisonnable. Voilà, j'ai attribué comme ça des petites priorités. J'aime bien au final attribuer des par type de joueurs et ensuite je définis le type de joueur. Je trouve qu'en fait c'est très très pratique et c'est assez efficace, surtout assez efficace. Donc premier match de cette nouvelle saison du côté des Raptors qui ont perdu Marc Gasol mais qui par contre ont gardé un certain noyau de joueurs parmi ceux qu'on peut connaître. Perdu Marc Gasol qui est allé du côté des New York Knicks, mais ça je crois que vous le savez probablement. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On est dans l'incertitude hein, en fait en ce début de saison. On se demande un petit peu ce qui peut se passer avec cette équipe. Est-ce que déjà le petit test que représentent les Raptors peut être, on va dire, franchi sans écueil? Joli O'Neal, très très joli. Allez ouf, là comme ça. Bam. Je dirais à voir ce que peut donner l'équipe. On voit que le début de match, par exemple là, première mi-temps est relativement serré et même si voilà, il y a quand même une jolie contestation de Towns sur Siakam, voilà pour l'égalisation un petit peu avant la mi-temps, ça reste quand même assez serré. Nico Mannion, le petit rouquin là, c'est lui le numéro 3 là, que vous apercevez. Le petit rouquin, c'est Mannion et on essaie de le découvrir dans cette partie, voir un petit peu ce que ça peut donner. Là le mec qui vient d'artiller à 3, c'est un rookie 2020 que les Raptors ont pris et qui me semble être plutôt une très bonne pioche. Il s'appelle Khalil Whitney et ça c'est du bon gros joueur en devenir en 3&D, peut-être même un peu plus que ça. Bref, il nous a mis à l'amende puisqu'on était à -8 à Napier qui nous ramène. Derrière, prise à 2, ça ressort, extra pass, Culver, 3 points. Ok, on revient, en tout cas on est en train de revenir, surtout si on arrive à stopper l'attaque de Toronto qui aime bien le double screen là en fait. Ils aiment bien mettre un double screen pour Siakam et derrière ça joue les différences. Ah là, c'est pas possible. On se fait encore avoir. Donc on sort la botte secrète. La botte secrète pour au moins ne pas être stérile en attaque. Après on verra parce qu'en défense il n'y a pas de botte secrète. Se mettre les fesses par terre. Donc allez, petit pick and roll peut-être pour Andrew qui ressort, pick and pop, excellent. On avait Towns qui avait intelligemment trouvé sa position. Allez, encore le double screen. Démarrer, c'est pas possible. On est assez régulièrement pris sur le jeu comme ça des Raptors. Donc il nous faut égaliser. Et heureusement, égaliser, c'est quand même quelque chose de faisable. Puisque Towns a pris le rebond offensif. Il fait un gros match, Towns. Il fait un très très gros match statistique. Il faut trouver maintenant le moyen d'égaliser. Voilà, qui est fait. Il y aura le ballon de la gagne pour les Raptors. Donc ici, on attend juste une bonne défense. Par exemple, de Al-Farouq Aminu. Ce serait pas mal. En plus, voilà, je suis venu en step out là sur Towns pour empêcher Siakam de se rapprocher. Ça a fonctionné. Lia joue très mal ces fins de match là. Elle les joue très mal puisqu'elle part systématiquement sur le shoot à 3 points désespéré en mode Damian Lillard. Et le problème c'est que tout le monde n'est pas Damian Lillard. Donc voilà, on se retrouve en prolongation où on profite encore des prises à 2 sur Karl Anthony Towns. Très très bien joué ici pour Van Vliet, égalisation. On se retrouve donc. Allez, il y a Laurie qui vient en aide. Je
crois que c'est ouvert pour Culver. Culver est quand même incroyable. Hein. Il est quand même incroyable. Il sanctionne assez régulièrement à 3 points quand il est ouvert. Je trouve qu'il a un bon taux de réussite en fait. Culver sur les paniers, surtout sur les paniers importants. Et là, c'est le cherry on the cake, la cerise sur le gâteau. C'est encore Culver qui vient comme ça poignarder les Raptors pour ce qui s'annonce être plus ou moins une victoire. Voilà, victoire pour les Wolves dans ce premier match. C'est honnêtement pas mal. La globalité de ce match, elle est plutôt intéressante. Là, on se dit, ouais, cool, pas mal, franchement. Mais attention, on a eu plutôt de la réussite au shoot. Il y a eu un bon Ibaka, hein, même s'il y en a d'autres qui sont passés un peu à travers. On pense à Laurie et à Siakam. Bon, Siakam était bien pris. Il y a eu un match de mammouth signé Karl Anthony Towns. Et on enchaîne du côté de Washington. Washington qui est un petit peu bouleversé par rapport à ce qu'on peut connaître. On avait eu un départ de Bradley Beal plutôt dans la partie. Il y a eu pendant l'été aussi un trade puisque les Wizards avaient le premier choix de la draft 2020 et ils se sont retrouvés donc avec un casse-tête. C'est que au poste 5, ils ont quelqu'un de sérieux. C'est Thomas Bryant, sérieux, solide, valeur sûre, même si c'est pas non plus le joueur de l'espace, mais c'est quand même un bon joueur. Et puis il y a toujours ce problème du contrat de John Wall, et du coup, au final, vous avez vu, il y a Goran Dragic aussi qui est venu comme ça en backup du rookie, alors que là, magnifique, la sortie de prise à 2, super. Le premier choix de draft, hein, Cole Anthony. Donc en fait, ils sont à la main les Wizards là-dessus là. Ils ont Cole Anthony, donc choix numéro 1 de la draft 2017, et Goran Dragic. Bam, très bien joué malgré le retour de Anthony. Il est intéressant, Cole Anthony. Il est assez fréquemment annoncé plutôt en haut dans les mock drafts, hein, donc c'est un joueur qu'on retrouvera en NBA et qui devrait faire parler de lui dès la saison prochaine. Et puis voilà, Sheriff O'Neal qui explose comme ça en contre-attaque. C'est pas un match difficile pour nous. C'est pas un match du tout du niveau de difficulté de ce qu'avait pu être le match par exemple à Toronto juste avant. C'est un match qu'on a relativement dominé et c'est aussi intéressant dans un début de saison d'arriver un petit peu à dérouler sur certains matchs pour pouvoir prendre un peu d'aisance, manette en main avec une équipe, quoi. Découvrir aussi quels sont les systèmes, ou quels sont les moves qui peuvent être comme ça pratiques avec certains joueurs. En l'occurrence, on avait bien défendu sur Cole Anthony. Hein. Il a été un petit peu en incapacité de briller. Voilà, des stats raisonnables pour tous. Bref, on va pas en faire des tonnes, mais j'ai quand même l'impression d'un truc. J'ai l'impression que ce Sheriff O'Neal, il est plus qu'intéressant. Et autre constat assez tôt comme ça dans la saison, vous voyez, John Wall est parti au Heat, hein, ils ont dégraissé les Wizards. Autre constat très rapide dans la saison, c'est que Culver en poste 1, ça fonctionne. Ça fonctionne pas mal. Ce qui fonctionne aussi beaucoup, c'est ce dont je vous avais parlé en fin d'épisode précédent. C'est le shoot à mi-distance. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi du 3 points là. Mais on est vraiment sur une réussite là, au début de match, qui est juste énorme, quoi. Énorme réussite. Ça défend pas génialement bien du côté du 8. John Wall se fait complètement ridiculisé par l'ami Covington. Bref, ça déroule. Voilà, vous avez compris. Ça déroule. Donc Miami est toujours intéressant hein, à observer. Là, c'est très joli, hein, Tyler Hero pour Jimmy Butler. C'est toujours intéressant. D'ailleurs, ils font un retour comme ça dans ce match
En quatrième quart-temps, on les a vu revenir comme ça à quelques points, hein, alors que le début du match, ça avait été un vrai blowout. Il y a des solistes, hein, il y a des solistes, parce que John Wall est quand même par moments difficile à stopper, surtout pour nous. Jimmy Butler est aussi un de ces joueurs, évidemment, qui pose des problèmes à beaucoup d'équipes. Bam Adebayo ici servi pour le retour à -2, et c'est vrai que il a fallu s'employer, se concentrer un petit peu sur la toute fin pour essayer de ne pas se faire surprendre, quoi. Parce que là, ça revenait, et ouh là 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 là, si Justice Winslow avait mis ce shoot là, je pense qu'on pouvait presque se faire taper. Et heureusement, ça se joue quand même à pas grand chose. Victoire du côté de Miami, mais honnêtement, pas la plus belle victoire qu'on ait pu connaître, hein. Même si Karl Anthony Towns continue statistiquement à affoler les compteurs. Voilà. Allez. Le Anthony que vous voyez du côté du Heat, c'est Carmelo Anthony qui est venu comme ça faire une dernière pige en Floride du côté du Heat. Voilà, ensuite ça enchaîne avec un match du côté des Celtics qui font un tout début de saison peut-être un peu pourri quand même, faut le dire. La raquette Grant Williams, Robert Williams, c'est vrai que c'est pas non plus le truc le plus, on va dire, surpuissant qui existe, même si le reste est quand même assez fort. Mais bon, voilà. Donc par la suite, je pense que Tatum sera probablement décalé par le jeu au poste 4, puisque ça correspond un peu à ce qu'il est capable de faire. Mais bon, voilà, pas évident d'appréhender comme ça ce début pour les Celtics qui souffrent face à nous. Qui souffrent. Là, on est sur encore une fois de la sortie d'écran. Voilà, vous avez Covington qui vient comme ça mettre une petite banderille qui fait très très mal, puisque l'écart du coup au score est relativement fait, hein. À ce stade-là, on n'a plus qu'à dérouler. Donc début de saison intéressant, mais en fait c'est même plus qu'intéressant. Une jolie adresse quand même, là on était quand même assez chanceux, hein, sur ce match là. Il y a eu pas mal d'adresses extérieures notamment. Je trouve qu'on fait pas un mauvais début de saison, c'est pas mal du tout. En tout cas, manette en main, ça passe. Maintenant, ce qu'il faudra voir un peu plus tard, c'est ce que ça donne quand on joue pas les matchs, hein, parce que c'est toujours pareil, hein, l'équipe d'Antouquet, elle va être comme ça intéressante, elle peut s'avérer rapidement assez stérile, pour peu qu'en fait elle soit, je ne sais pas, peut-être pas assez athlétique. C'est pas vraiment quelque chose qui nous concerne, là, le pas assez athlétique. Pas assez athlétique, ou bien peut-être un peu faiblarde en défense, qui sait. Voilà, il y a des trucs comme ça qui sont rédhibitoires, ou manque de talent offensif. Ça, c'est un truc que j'ai déjà remarqué. Pas forcément pour ces Wolves, mais en simulation, quoi, hein, dans le jeu. Quand ça manque de talent offensif, honnêtement, difficile de gagner des matchs en sim. Donc c'est un peu logique en même temps, c'est du basket, quoi. Faut quand même réussir à mettre un ballon dans un panier. Voilà, donc match là avec un joli rendez-vous, c'est sympa de pouvoir comme ça affronter Zion Williamson. Donc toujours les vieilles prises à deux sur Karl Anthony Towns. Alors, évidemment, dès qu'il y a la prise à deux, il faut avoir l'œil aiguisé et il faut regarder quel est le joueur le plus à même, parce que la défense fait de bonnes rotations parfois, hein. Quel est le joueur le plus à même de pouvoir sanctionner la prise à deux. Et ouais, c'est une phase de saison là où j'y arrive plutôt pas trop mal, pour être franc. Il y a eu en tout cas des moments bien pires. D'autres moments sont bien pires que ça, au niveau du fait de profiter des prises à deux sur Karl Anthony Towns, qui du coup se retrouve un peu verrouillé, hein, par moment. Il n'a pas vraiment la possibilité de s'exprimer, le pauvre. Bon, voilà, là il y a du Zion style à des moments, mais ça reste quand même peu dangereux pour nous, que cette équipe
des Pelicans. Vous avez eu le petit truc, la mise à jour là, qui bien au mauvais moment là, rien à dire. Merci, merci. Le truc pile au moment où tu joues un match, cool. Et puis on va perdre là un premier match. C'est contre les Clippers. Attention, les Clippers, c'est très très solide là dans la partie, puisqu'ils ont réussi à conserver évidemment qui vous savez. C'est normal, ils sont sous contrat, Paul George et Kawhi Leonard, donc voilà. Mais ils ont surtout l'intelligence de re-signer Lou Williams et Montrezl Harrell. Du coup, ça en fait une équipe, puis les autres aussi. Ça en fait une équipe qui est relativement sympa. Donc à suivre. On bat les Grizzlies en simulation. Voilà, on est sur une phase là où on va un petit peu avancer le calendrier pour essayer quand même d'avancer dans cette saison. Dans cet épisode-là, je vais aller aux environs du 20 janvier. Donc voilà, à la toute fin, on sera aux alentours du 20 janvier. Parce qu'en NBA, à partir du 15 décembre, il y a 2-3 trucs qu'on a le droit de faire. Et puis à partir du 15 janvier, il y a le reste qu'on a le droit de faire, puisqu'on n'avait pas eu le droit de le faire avant. Vous savez, c'est toujours le problème de certains joueurs qui acceptent une qualifying offer dans le CBA, c'est-à-dire en gros le règlement, on va dire, sur le plan business, et pas que, de la NBA. Dans le CBA, on sait que il y a comme ça, voilà, hein, des contraintes. Le jeu les prend en compte, c'est cool. Du coup, ça nous complique la tâche si on avait des velléités de trade. Et on verra bien ce que ça donne. Vous avez vu au passage, là, j'étais en train de parler, donc je suis pas coupé, mais il y a eu 2 défaites consécutives contre le Thunder. Thunder qui n'est pas exceptionnel dans cette partie, mais qui nous a quand même pris 2 fois. Et donc il y aurait peut-être un tout début de bête noire. Voilà, c'est possible. Il faudra suivre le truc. Est-ce que le Thunder serait la kryptonite de ces jeunes Wolves qui se retrouvent à quand même 14-5? Donc c'est même pas un bon début, c'est un très bon début. On tutoie les 75% à ce stade-là. C'est pas dit que ça dure. C'est pas dit que ça dure, puisque on voit qu'on s'est fait totalement démonter. Et puis en plus, par les Rockets. Et puis en plus, dans la foulée, 4 qui se blessent. Alors ça, 4 qui se blessent, ça donne envie de pleurer, parce que c'est quand même le gage de beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis pour remplacer Karl Anthony Towns dans notre rotation. Du coup, je m'y suis employé avec Reed et Deng, parce que finalement, ces 2 joueurs-là, sans avoir le talent offensif de Kat, évidemment, mais ces 2 joueurs-là peuvent très bien tenir une raquette. Puis au rebond, c'est pas trop ridicule. Du coup, je suis pas non plus dans le désespoir le plus total. Hein. On va juste attendre que Karl Anthony Towns revienne. Peut-être même que j'accélérerai son retour dans le roster, en tout cas dans la rotation de l'équipe, si je vois qu'il y en a besoin. Parce que honnêtement, on est en train de perdre des matchs. Le bilan pourrait bien virer. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer malheureusement. On était très bien parti, puis là, on a quelques petites difficultés. On est à 15-8. 15-8, c'est pas mal non plus. Nouveau rendez-vous face au Thunder. Thunder qui nous démonte. Il nous démonte, le Thunder. Vous voyez que ça commence à sentir mauvais, le truc là? Ça sent pas bon en simulation. En fait, tant que je jouais des matchs, c'était super, parce que l'équipe elle est très agréable à jouer, parce que il y a beaucoup de choses à faire qui sont assez sympas. Ils sont gentils, les Spurs, ils nous laissent gagner. Mais dès que ça commence à simuler, il y avait un enchaînement de difficultés là qui aura été bien douloureux. Bien douloureux pour ces Wolves à ce stade-là. Ok, on continue, je modifie un petit peu de temps en temps. Voilà, bon, c'est histoire de voir. On a un rendez-vous ici, du côté du Jazz. Voilà, le Jazz. Et c'est d'ailleurs le Christmas Day à ce moment-là. Christmas Day 2020.
avec un Jazz sur le papier qui fait un petit peu peur, puisque Rudy Gobert c'est un aspirateur à rebond. Vous avez Nico Mirotic qui a été recruté. Bon, on dira pas grand chose, même si Mirotic il est à Barcelone et je pense pas qu'il soit tout à fait prêt d'en bouger. Mike Conley fait le job. Là il y a une jolie séquence là de Naz Reid. Naz Reid qui a été bon au niveau du move là sur le cercle. Donc c'est quelque chose qu'il faut penser à utiliser. Même si on ne connaît pas nécessairement Naz Reid pour ses petits moves au poste, mais quand même. Donc voilà, intéressant. Et on n'est pas forcément très bien dans ce match, puisque là par exemple vous avez Dante Exum, le Neo Cavalier, qui s'est fait transférer il y a pas très longtemps de Utah en même temps que Jeff Green s'était fait couper. Petite surprise quand même s'il avait un salaire au minimum, donc c'est pas non plus le truc qui coûte super cher à cette franchise des Timberwolves. Mais voilà. On n'est pas du tout maladroit à ce stade du match, mais vous avez vu, on en était passé par la ridiculisation la plus totale. On était genre à 20 points quoi. 20 points, j'exagère peut-être, mais on était bien à 16-18 18 points. Donc on grignote, parce que s'il y a moyen quand même d'aller le chercher, on va pas s'en faire priver. Très très bien joué le post-up là, très très satisfaisant, mais oui, ce ne sera pas suffisant. Le comeback était trop tardif. On aura été très valeureux en quatrième quart-temps, mais totalement fantomatique avant cela. Et puis il y a eu un énorme Mike Conley. Bon, voilà, elle est partie. Ça fait partie du jeu. On est donc allé perdre contre Utah dans la foulée. Allez, resimulation. On continue. Défaite contre les Nuggets avant d'aller affronter les Clippers. Oui, vous avez bien vu. Et là, je me dis, allez, Gorgui Dieng, au minimum, ça se prend tous les jours. Donc c'est pour ça que je me suis permis de faire re-signer Dieng, parce qu'en fait il va être en fin de contrat, mais on ne sait pas c'est s'il va beaucoup régresser ou pas. Mais moi je mise, avec l'entraînement qui lui a été fait là, je mise sur honnêtement un Dieng qui se stabilise. Et puis si vraiment on n'a pas envie de le faire jouer, mais de toute façon il ne coûtera pas cher, et en tant que vétéran il ne râlera pas vraiment. Donc réinitialisation des rotations, parce que ça commence à m'échauffer les oreilles là, cette série un peu piteuse de défaites notamment, même si évidemment on bat les Kings. Je dis évidemment, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il n'y a aucune évidence à cela. 17 et 13 au 31 décembre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on est encore playoffable, mais pas non plus pour super longtemps. Si on commence à perdre 3-4 matchs, autant ça s'en va. Donc à surveiller. On retrouve les Raptors après avoir battu les Pacers. Et ces Raptors, ça se passe mal. On se fait taper. Les Bulls dans la foulée. Alors faut savoir que les Bulls, c'est une équipe qui est dangereuse dans la partie. Hein, je crois que je vous l'ai montré de ci, de là. Bon, mauvaise passe. Très très mauvaise passe pour ces Wolves. Je me dis, allez tiens, va tâter un peu le truc, joue ce match du côté des Pacers. Pacers, l'équipe si intéressante, tellement intéressante. On a Ryan Sanders qui est content parce qu'il a un bilan en carrière qui est au-dessus des 50% de victoire, donc c'est quand même pas mal l'histoire, pas mal du tout. On perd des ballons parfois sur les prises à deux. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait à un moment donné où ça se gérait pas mal, on les gérait pas mal les prises à deux. Et puis il y a quand même aussi ce moment-là où ça se passe pas très très bien. La gestion des prises à deux du 4
Donc là, pour le coup, je plaide coupable, hein, je plaide assez mal joué de ma part, mais ça s'inscrit quand même dans un moment difficile. Regardez à l'image de cette horrible défense sur Sabonis. Et en fait, ils font ce qu'ils veulent dans la raquette. Là, bon, c'était pas le cas, mais ils font un petit peu trop ce qu'ils veulent, les gars, dans la raquette, les Pacers. Il n'y en a que un qui existe vraiment dans ce match, c'est Napier. Voilà, Napier existe plutôt pas mal, mais on se fait gober du rebond, on se fait faire un petit peu tout ce qui est possible de faire, et au final, bah oui, ça donnera une défaite. Défaite donc après le Jazz, après d'autres équipes en simulation. Cette fois-ci, c'est une défaite du côté des Pacers avec plutôt une jolie répartition du score chez eux. Et puis chez nous, le mal de crâne. Le mal de crâne. Alors du coup, je vais regarder un petit peu les stats. Je me pose des questions. Je sais pas ce qui se passe réellement. On s'aperçoit dès lors une première chose. Le 5 majeur, il est pas mal. Par contre, le banc, c'est mauvais. Le résultat est mauvais au niveau du plus-minus. Du coup, je me dis, bon, je vais encore réinitialiser ma rotation, mais tout ce que je vois depuis le début de saison est quand même globalement relativement médiocre, et si ça continue, là, il me faudra pas longtemps pour aller bouger sur le marché des trades, parce que il vient un moment où ça vous saoule de subir une trajectoire qui est pas réellement conforme à ce que vous attendiez. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, activer la machine à trade, c'est toujours intéressant. Donc, dans la foulée, voilà, les Pelicans vont faire quoi? Évidemment, ils vont nous battre. Ah là là, ça commence à être embêtant. Surtout que Karl Anthony Towns, qui était revenu, se refroisse. Alors bon, moi, je suis un peu embêté parce que je voudrais pas le faire jouer alors qu'il est blessé. Et en même temps, j'en ai besoin. J'ai trop besoin de Karl Anthony Towns. Du coup, avec, allez, une nouvelle blessure, cette fois-ci contre les Nuggets, 10 points sur l'effectif. Je suis frustré de Mannion. Par contre, il y a des gens à qui j'ai envie de décerner la médaille du courage et de la performance. Bon, Aminou, j'en suis content, mais c'est pas non plus un game changer. Hein, donc on n'est pas surpris. On n'a pas découvert Al-Farouq Aminou là, en le faisant venir du côté des Wolves. Et puis là, bon, c'est bon, allez. J'en ai marre. Je n'en peux plus. Je vais essayer de monter quelque chose pour, peut-être renforcer l'équipe. Vous voyez que Mannion, au niveau du potentiel, c'est plus que pas mal. Et vous savez, hein, toujours le petit attelage. 3&D, vétéran, joueur prometteur que vous pouvez placer en face donc d'un All-Star, hein, et c'est un peu ça mon mode de raisonnement. Voilà, je me suis dit, si tu veux pouvoir aller chercher le fameux deload, à ce moment-là, il faut que tu donnes quelque chose qui est fair play, quelque chose qui est réaliste. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la machine elle-même me négocie et ne veut pas moins que ce que j'ai proposé là. Alors, je vais essayer de gratter un deuxième tour de draft 2024, mais en fait, non. Ils veulent pas me le donner. Du coup, j'ai compris, je dois le retirer. Je vais retenter ma chance. Je trouve que ce trade, lui, il est acceptable. Contrairement à celui de début de partie que je vais montrer que je ne faisais pas. Hein, donc je vous laisse lire, mais en substance, j'ai résumé par écrit ce que je vous avais déjà un petit peu dit, à savoir que pour moi, un mec comme D'Angelo Russell ne part que si les Warriors y trouvent leur compte. Et là, je pense qu'avec un 3&D parfait du type Covington, avec Nico Mannion, un talent à développer
et Al-Farouq Aminu qui peut sortir du banc pour soulager un peu Draymond Green par séquence, plus 2 tours de draft. Alors je vous avais vu, je les ai mis Lottery Protect, mais 2 tours de draft quand même, de premier choix pardon. Moi je dis que je les ai pas volés, je ne pense pas les avoir volés, mais ce qui est bien en plus c'est que le jeu a relativement validé, alors que le jeu n'était pas tout à fait content de bouger D'Angelo Russell, hein. Mais bon, voilà, donc acceptons-le. Je ne trouve pas que j'ai triché. Voilà. Donc à partir de là, vos avis sont les bienvenus, parce que c'est toujours sympa d'avoir l'avis de vous autres qui jouez également comme moi, qui montent des trades, etc. Mais je trouve quand même qu'il est honnête. Il est honnête celui-là. Voilà. Donc, Ryan Sanders, ce qui est amusant, c'est que son bilan en carrière n'évolue pas. Bon, pourquoi pas, regardez, voilà. Première petite touche, la petite patte de D'Angelo Russell pour créer sur pick and roll et ressortir lorsqu'il y a eu une aide inconséquente de la part de l'IA. Donc, on est toujours sur le même logiciel. Tiens, vous voyez, ça c'est quelqu'un qui nous ferait du bien potentiellement. Marcus Morris, mais j'ai aucun moyen de le recruter. J'ai pas du tout moyen de faire ça, parce que j'aimerais beaucoup finalement faire confiance, parce qu'on a déshabillé le poste 4 un petit peu. J'aimerais faire confiance en fait à Russell, faire confiance à Russell, c'est bien, faire confiance à Sharif O'Neal, voilà, et donner des minutes à Reed, continuer à donner quelques minutes à Gorgui Dieng. Donc bon, ouais, vous savez, quand vous vous assemblez vraiment bout à bout, vous assemblez tous les mecs que vous n'avez pas envie de voir, je dirais galvaudés, à l'arrivée de votre rotation, il reste plus beaucoup de marge de manœuvre. Ce match est serré contre les Mavs, mais voilà, on va se détacher en troisième quart-temps, on va dire, avant que ne sonne le glas des Mavericks, notamment par l'intermédiaire de ce shoot à 3 points de Sharif O'Neal. Ça contre les pénétrations des Mavericks. Donc ouais, forcément pas non plus énorme à dire. Regardez, en garbage time, j'ai amusé avec Noel, avec comme ça quelques joueurs qui jouent moins. Et j'attends avec impatience le retour de Bates Diop, hein, parce que lui je suis sûr qu'il peut avoir quelque chose. Il peut avoir quelque chose de le Bates Diop, poste 4 hein, probablement. Mais il faudrait pour ça avoir des minutes à donner. En tout cas, c'est une victoire plutôt probante au final face à cette équipe de Dallas qui aura bien résisté, notamment offensivement, parce qu'ils ont eu pas mal de réussites dans un premier temps, qui après par contre a complètement explosé, notamment en troisième quart-temps. S'ensuit alors qu'on voit qu'on est à la lutte avec les Suns, avec les Warriors un petit peu, avec les Blazers. Tiens, ça tombe bien. S'ensuit un match contre les Blazers que je vais simcaster pour voir. Je le simcast et match orgie offensive totale. Ça doit être l'effet D'Angelo Russell avant d'affronter. Là pour le coup, je prends la manette parce que c'est un révélateur toujours. Révélateur des Bucks. On passe au révélateur de Giannis Antetokounmpo. C'est toujours savoureux. Hein, en plus, j'aime bien leur 5 de départ. Ils ont aussi une très bonne rotation. Elle est très bien faite par l'IA. Il y a tout ce qu'il faut là pour nous opposer une jolie résistance. Regardez-moi ce joli 3 points de D'Angelo Russell pour lancer de la meilleure des manières notre match. Regardez, Sharif O'Neal est capable aussi de pull-up en de jolie manière, quoi. Il est plus qu'intéressant, hein. J'ai mis Gorgui Dieng là pour l'instant dans le 5 majeur parce que j'avais hésité en fait à mettre Sharif O'Neal, mais honnêtement
je crois qu'on va pas avoir de problème au poste 4. Hein. On va pas en avoir du tout. Hein. Parce que le poste 4 naturel, alors qu'on voit que Culver s'éclate. Le poste 4, il est totalement promis à ce petit Sheriff O'Neal qui est plus qu'intéressant et qui, à mon avis, peut apporter bien du bonheur à cette équipe. Voilà. Naz Reid, il a beau être ailier fort dans la base que j'utilise comme draft, hein, c'est la draft de CJ Vol. Il avait beau, alors là, bonjour le dunk de l'espace. Il a beau être ailier fort. Pour moi, Naz Reid, c'est un pivot. Non, c'est le jeu qui le mettait, ailier fort au départ. Pour moi, c'est un pivot, Naz Reid. Hein. C'est pas un poste 4. En tout cas, c'est pas comme ça que je le vois à ce stade-là. Pour moi, c'est plutôt backup de Karl Anthony Towns en 5. Et par contre, vraie possibilité de positionner Deng au poste 4 parce que lui a la capacité, on va dire, de s'écarter, hein, clairement. Hein. Puis pick and pop, Deng, c'est pas dégueu, hein, pas dégueu du tout. On est sur une fin de match qui est un petit peu compliquée. Attention, si Bledsoe rentrait ce shoot, ça aurait été assez dramatique, mais derrière, heureusement, le rebond est sécurisé. Puis on va envoyer notre petite recrue Russell sur la ligne pour sécuriser tout ça. Les shoots désespérés, on a l'habitude, et donc tout ça va se terminer de la meilleure des manières pour nous, donc pour une victoire plutôt révélatrice, hein, contre les Bucks qui auront été catastrophiques à 3 points. Donc c'est vrai que les Bucks qui ne shootent pas bien à 3 points, c'est beaucoup plus facile que l'inverse. Et il y aurait notamment des petits moves. Voilà, celui-là je trouvais assez joli. Hop, la fin de move vers le cercle et hop, je pull up, signé Karl Anthony Towns. De toute façon, Towns, il sait tout faire. Et malgré l'énorme match de Antetokounmpo, on aura quand même réussi à exister, notamment par une bonne vieille recette qui est celle de martyriser le supporting cast des Bucks. On est à 22 et 18, je ne sais pas ce que la suite donnera. En tout cas, on verra un petit peu par la suite si l'équipe peut aller vers les playoffs, améliorer le 43-39 de l'année précédente ou pas. Ce sera à l'épisode 3 dans quelques temps. Il faut que j'avance tout ça. Bye bye.